Dans le précédent épisode, un collègue a décrit le travail invisible des enseignants, celui qui se fait hors de la classe et reste souvent méconnu. Dans cet épisode, le syndicat prend la parole pour expliquer ce que ces réalités disent du métier aujourd'hui et quel est son rôle. Rendre ce travail visible, le porter collectivement et défendre un cadre professionnel clair. Pour en parler, j'accueille le secrétaire général de la FEP-CFDT à Rhône, Rémi Brun. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors, première question. Ce qui a été décrit dans le premier podcast, est-ce que cela correspond à ce que tu entends sur le terrain ? Oui, tout à fait. On entend exactement ce genre de choses. Toutes les tâches administratives, toutes les tâches de lien aux parents, les tâches de lien entre collègues qui ne sont pas du tout reconnues. Quel aspect du travail invisible revient le plus souvent dans les échanges avec les collègues ? Alors, dans la dimension administrative, il y a notamment tout ce qui est mettre les informations sur les serveurs collectifs numériques. Il y a le lien avec les parents, c'est-à-dire que souvent, les parents sont de plus en plus demandeurs. Et donc, forcément, il y a ici des contacts à faire avec eux, les appeler, les tenir au courant. Eux nous consultent, nous envoient des mails. Et ça prend beaucoup de temps. C'est une dimension importante. Et donc, d'après toi, qu'est-ce qui a le plus évolué ces dernières années sur ce travail invisible ? Oui, alors très clairement, notamment donc ce que je disais, le lien aux parents, ça c'est sûr. Il y a une demande forte d'une partie des parents. On peut voir ça de façon un peu positive parce qu'ils sont dans une logique de transparence, de volonté de comprendre ce qui se passe. Mais il y a aussi du consumérisme. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on connaît, notamment dans notre secteur. Et une demande vraiment comme si l'enseignement était seulement une consommation. Et là, ça pose un certain nombre de difficultés. Et puis, il y a deuxième élément, quand même, une dimension très forte au niveau, je disais, de l'aspect administratif, qui n'est pas du tout compréhensible a priori, qui n'est pas visible a priori, parce que ça touche une multitude de petites tâches, notamment remplir des informations sur des élèves, répondre à des mails, répondre à des sollicitations de l'institution. Ça se multiplie, c'est clair. Donc ce travail invisible est difficile à faire reconnaître. Comment tu l'expliques ? Alors, il faut avoir en tête que comme c'est en fait extrêmement diffus, ça concerne beaucoup de petites tâches. Et puis, c'est pas forcément les mêmes choses. C'est réparti tout au long de la semaine. Donc, on a beaucoup de mal à l'évaluer, à le mesurer, à le quantifier. Et en plus, c'est dans du relationnel pour une bonne partie. Donc, ça ne ressemble pas forcément à du travail, entre guillemets. Alors que c'est bien du travail, on n'est pas libre de notre temps, de ce fait-là. Bon, je donne un exemple pour le primaire. Si vous attendez les parents de tel élève à la sortie des élèves et que vous demandez de passer du temps à discuter avec eux parce qu'il y a un problème de comportement, choses comme ça, bien entendu, ça peut être relativement sympathique, mais ça prend beaucoup de temps. Je comprends bien. Alors, d'après toi, Rémi, en quoi le travail invisible, souvent hors de la classe, pose-t-il problème quand il reste vécu individuellement ? Alors, ça pose un gros problème parce que, bien entendu, les gens se sentent seuls. Ils ont tendance un petit peu à penser qu'ils ne sont pas bien organisés, qu'ils ne savent pas vraiment faire comme il faut. Et donc, chaque personne face à l'institution est isolée et va peut-être se sentir mal, va éprouver une culpabilité, va peut-être se renfermer pour une partie en tout cas des collègues. Et on voit ce genre de choses qui arrivent, des collègues qui s'isolent, qui se sentent en difficulté et qui de ce fait sont mal. Pourquoi mettre des mots collectifs sur ce travail était déjà une forme d'action ? Alors, c'est déjà une forme d'action, une action vraiment syndicale. Alors, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais le fait de s'unir, le fait d'avoir un collectif qui se constitue, c'est déjà faire face. C'est déjà s'organiser, c'est déjà aussi rompre l'isolement, c'est déjà travailler ensemble, mais pas travailler ensemble seulement sous l'angle, on fait les cours ensemble, c'est travailler ensemble au sens former un collectif, former une union. Et donc, lutter contre cette individualisation que développe massivement tout ce travail invisible, c'est une façon de faire bloc, de s'organiser collectivement. Comment le syndicat est-il donc à poser des limites face à l'empilement de ces missions ? Alors nous, notre rôle, c'est déjà dans la structure, dans chaque établissement, d'arriver à constituer ou à aider à constituer ce collectif. Faire en sorte que les gens discutent, échangent et donc ne soient pas tous atomisés. Ça, c'est vraiment une première chose. Plus fort, on essaye de constituer, bien sûr, des équipes, de réfléchir ensemble, de travailler dans une logique collective, par exemple vis-à-vis du CSE, donc le comité social et économique de chaque établissement privé, qui sert justement à
exprimer les choses, exprimer les problèmes, résoudre les difficultés et parler au nom du collectif. Et ça, c'est vraiment un rôle très important du syndicat, faire en sorte de fédérer les gens, déjà dans des collectifs informels, et en plus pour une logique collective formelle que constitue le comité social et économique, qui permet donc que les gens ne soient plus seuls. C'est très clair. Merci Rémi pour cette réponse. J'ai une dernière question à te poser. Qu'est-ce que le syndicat ne peut pas régler tout seul ? Alors, il a besoin absolument du collectif. Un syndicat, ce n'est fort que s'il y a une dimension collective, c'est-à-dire si les gens se rendent compte qu'ils peuvent ensemble être plus forts, être plus répondre à leurs problèmes. Ça, c'est très important. Et donc, un syndicat, c'est un contre-pouvoir. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de manette vraiment particulière pour agir, par exemple pour répartir les indemnités diverses et variées. Et toute cette dimension, notamment de reconnaissance financière qui pose un grave problème dans notre métier, du fait notamment de tout ce travail diffus qui n'est pas reconnu, ici, le syndicat peut et doit arriver à permettre de le faire émerger et donc de le faire en partie reconnaître, que ce soit au niveau d'établissement, que ce soit par rapport au rectorat et si possible en le faisant monter par rapport au ministère pour faire prendre conscience que s'il y a un gros problème d'attractivité dans notre métier, eh ben, c'est à nous de le résoudre et qu'il faut que l'État notamment le résolve en apportant une réponse économique et financière. Merci Rémi pour ton retour et tous ces éclairages. Le travail invisible donc traverse de nombreux aspects du métier d'enseignant. Tout au long de l'année, donc cette série de podcasts abordera plusieurs précisions autour de ces sujets, donc sur la formation, l'inclusion, les relations avec les familles, la santé au travail ou encore les reconnaissances. Le prochain épisode sera consacré principalement à la question de l'inclusion. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Au revoir Alice.